Mes chers collègues, je vous propose de commencer notre réunion du Conseil de communauté qui est filmé, retransmis. Comme nous sommes à distance, donc on peut enlever les masques en faisant gaffe, évidemment en faisant très attention aux distances physiques. Le Covid n'est pas éradiqué et donc il faut faire très attention et nous appelons tous nos concitoyens à énormément de vigilance. Tous les spécialistes, les médecins, les virologues et les épidémiologistes nous le demandent. Pensée très amicale à notre ami Jean-Pierre Martin, qui va de mieux en mieux, mais néanmoins qui continue à se battre. Très forte pensée à lui. J'aimerais remercier très chaleureusement l'équipe de la communauté de communes, Audrey, Clément, qui est présent. Je ne vois pas Léa également. Joël et Jean de Cardam Digital, merci à vous les techniciens. Ça permet à nos concitoyens qui s'y intéressent de suivre en direct donc nos débats. Et dès à présent, j'aimerais excuser Sophie Schulz-Schneider qui a donné procuration à Franck Buchberger et Edith Hirtz qui a donné procuration à Pascal Meder. Comme il y a des votes tout à l'heure, donc Franck, Pascal, vous voterez chaque fois 2 fois. Et dès à présent, je fais passer la fiche de présence pour signature. Je vous en remercie. Il faut également signer le procès-verbal du 6 juin, de notre séance du 6 juin 2020. Et je fais passer ce document pour signature dans l'autre sens. Et puis il reviendra. N'oubliez pas, à la fin de la séance, il faudra rester pour signer le PV des élections. Donc je le rappelle tout de suite en début de séance. Et je me permets de passer à l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est d'abord l'approbation du PV de la réunion du 17 juin 2020. Y a-t-il des observations? Si ce n'est pas le cas, je le suppose approuvé. Je vous en remercie. Le point 2, c'est l'autorisation que je vous demande de tenir cette séance à huis clos, eu égard au contexte actuel du Covid-19. Inutile d'en préciser les raisons. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Ce point est approuvé. Ensuite, le point 3, c'est l'élection des vice-présidents et du bureau de la communauté de communes du pays de Sainte-Odile. Alors, c'est assez étonnant. Il y a 3 semaines, il y avait Madame la sous-préfète au bout du fil qui avait visité à l'époque, un petit peu plus tôt, le marché hebdomadaire du jeudi matin lorsque nous étions encore dans la situation où nous n'accueillions que les stands, j'allais dire, alimentaires. Et donc, quand je l'avais au bout du fil il y a 3 semaines, j'étais un petit peu gêné, mais en me disant, oui, j'ai vu votre délibération, vous avez voté lors de la séance d'installation de la communauté de communes, les 5 vice-présidents, maires de différentes communes, sur un scrutin de liste. Or, il y a une jurisprudence du syndicat départemental d'énergie de la Drôme, etc., qui fait qu'il faut voter uninominalement. Alors évidemment, la conversation fut sympathique, mais j'ai quand même dit à Madame le sous-préfet, l'État n'a que ça à faire en ce moment, donc je me permets de le redire, je crois qu'on a autre chose à faire que cela, d'autant plus qu'en 2014, ces jurisprudences existaient déjà et nous avions voté les vice-présidents en 2014 sur scrutin de liste et il n'y a jamais eu de problème. Donc, mais nous sommes légalistes, donc nous respectons la demande des services de l'État et de Madame le sous-préfet en l'occurrence, et donc il faut repasser au vote uninominal de chacun des vice-présidents, vice-présidentes. J'en suis quelque peu désolé parce que ça prend un petit peu de temps et en ce moment il nous faut de l'énergie pour beaucoup d'autres choses. C'est un peu grotesque, mais néanmoins, puisque c'est demandé par les services de l'État, on ne va pas s'y soustraire. Et je proposerai, si elles en sont d'accord, que pour la tenue, il faudra 2 personnes qui travaillent beaucoup. Donc je propose Corinne Weber et Myriam Gueviner, qui ont déjà accepté d'avance de récolter les bulletins, d'être les scrutateurs, de vérifier cela avec Audrey, la directrice. Et on peut passer tout de suite au vote du... Alors,
Nous, c'est pareil, dans la communauté de communes, depuis 20 ans, il y a une hiérarchie premier vice-président, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. C'est ainsi qu'il faut voter, mais il n'y a pas de différence entre les maires en bureau de maire, et je crois qu'on a déjà la preuve. On s'est déjà réunis 4 fois, et on travaille dans une très bonne entente ensemble, plus d'autres réunions d'ailleurs sur d'autres thématiques, avec un certain nombre d'élus de la communauté de communes, donc l'ambiance augure de belles perspectives de travail en commun. Donc je vous propose la candidature de M. René Hult en tant que premier vice-président de la communauté de communes du pays de Saint-Odile. On peut passer au vote. Et pour simplifier la chose, peut-être Audrey, je ne vais pas faire l'appel, on fait tout simplement dans un sens, en commençant par un bout. Il y a 24 présents. Voilà. 24 présents, 2 procurations, et Franck et Pascal, vous voterez chaque fois 2 fois. Ok. Ok. Ah bon, ok. Je termine. Voilà, donc 26 bulletins. Allons-y pour le dépouillement. « 26 enveloppes.
Donc un blanc et 25 René Hult. Très bien. René Hult est élu premier vice-président de la communauté de communes. Merci Corinne, merci Myriam, merci Audrey. Vous allez continuer à travailler. Donc, est proposé comme deuxième vice-président Jean-Claude Julie. « 26 enveloppes. Un bulletin blanc et 25 voix pour Jean-Claude Julie.
Très bien, merci Corinne et Myriam. Donc Jean-Claude est élu, deuxième vice-président de la communauté de communes. On passe au vote de la troisième vice-présidente Valérie Rucher. Il y a 26 enveloppes. « 26 pour Valérie Rucher. » Valérie est élue, bravo, troisième vice-présidente. Et à présent, on propose comme quatrième vice-président notre ami Norbert Motz.
26 enveloppes. Un bulletin blanc et 26 voix pour Norbert Motz. Merci. Qui est élu vice-président. Et on passe au vote de la proposition de la candidature de Claude House, 5e vice-président.
26 enveloppes. Et 26 voix pour Claude Kraus. Merci à Audrey, Corinne et Myriam pour avoir organisé donc ce scrutin. Donc nous avons réélu les 5 vice-présidents. Félicitations à vous et puis avec des belles perspectives de coopération dans notre belle intercommunalité. Mesdames et messieurs, on passe au point suivant. Le point 3 et 4 de l'ordre du jour sont présentés par Jean-Claude July. Donc il s'agit de désigner les délégués des établissements publics fonciers d'Alsace. Pour un petit historique, l'établissement public foncier du Bas-Rhin a été créé en 2007. Il est devenu établissement public foncier d'Alsace en 2014. C'est un outil opérationnel foncier au service des politiques d'aménagement et de développement des collectivités. Les activités de l'établissement public foncier s'exercent dans le cadre de l'habitat, le développement économique, les équipements publics et collectifs et les réserves foncières à long terme. L'EPF dispose de ressources propres. À ce jour, le périmètre de l'EPF couvre une population de 1 380 000 habitants, soit au total plus de 700 communes au niveau du Bas-Rhin, du Haut-Rhin. La communauté de communes du Pays de Saint-Odile a adhéré à l'EPFA en avril 2016, en lieu et place de ces communes. L'EPF est compétente pour réaliser pour le compte de ses membres toute acquisition foncière et immobilière en vue de la constitution de réserves foncières ou d'opérations d'aménagement. L'EPF peut accueillir les biens par voie amiable ou par voie d'expropriation. Il peut également exercer des droits de préemption. Les acquisitions réalisées par l'EPF sont ensuite cédées, cédées dans le sens de vendues, pas données. Bon, aux collectivités locales et il n'y a pas d'alimentation de la spéculation foncière, c'est-à-dire que les collectivités locales rachètent à l'EPF au prix où l'EPF l'a acheté. Le conseil de communauté procède à la désignation de ses membres au sein de cette organisation. Il est question de désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Je vous proposerai de voter à main levée, si vous voulez bien
les propositions suivantes pour délégués titulaires, messieurs Robin Klaus et Jean-Claude July, et comme suppléants, messieurs Claude Kraus et René Hult. Qui est pour cette nomination? Okay. Je crois que c'est à l'unanimité, hein, il me semble. Merci Jean-Claude. Juste un point, je faisais partie du groupe de travail lorsqu'on a mis en place l'EPF au niveau du département, donc, et ensuite travaille avec le Haut-Rhin, surtout le territoire. Jean-Claude a bien dit les choses qui sont dans la délibération. Encore récemment, la commune d'Innenheim a utilisé cet outil pour une préemption au cœur du village, absolument indispensable. Donc c'est un outil qui est très, très utile. Merci pour les représentants qui siégeront. Continue, Jean-Claude. Donc ensuite, il s'agit de désigner les délégués du syndicat mixte du bassin de l'Aisne. En 2018, la communauté de communes du Pays de Saint-Odile s'est substituée à ces communes pour siéger au syndicat mixte du bassin de l'Aisne. Ce syndicat mixte a des compétences au niveau de l'aménagement et de l'entretien des cours d'eau en collaboration avec la communauté de communes des Portes de Rosheim et également des compétences dans le transport, le traitement des eaux usées avec les communes de Burch, de Griesheim, d'Autrotte et de Saint-Nabor. Voilà, en gros, le transport, le traitement des eaux usées, c'est à 90% la STEP, la station d'épuration qui a lieu à Maestratsheim. Le syndicat mixte est dans l'attente d'un arrêté préfectoral rendant exécutoire sa décision de restituer sa compétence d'aménagement et d'entretien des cours d'eau. Pour être clair, si vous voulez, l'arrêté préfectoral va, on va dire, vider de son sens ce syndicat, puisque 90% de l'intérêt de ce syndicat est l'aménagement des entretiens des cours d'eau. L'entretien de la STEP étant plus accessoire. 90% du budget est consacré principalement à l'aménagement et l'entretien des cours d'eau. Donc ce syndicat mixte aura comme vocation d'être un SIVU, un syndicat à vocation unique, donc il ne s'occupera plus que du transport et des traitements. Mais en attendant, il est question donc de désigner les 15 représentants en attendant de l'arrêté préfectoral qui modifiera donc les statuts de ce syndicat mixte d'ici quelques mois ou au plus 2 ans, il me semble, Monsieur le Président, hein, je pense, hein, c'est le cas. Voilà, donc il est question de désigner les 15 les 15 représentants. Nous avons reçu la candidature de Madame Edel Laurent pour représenter, comme candidature à cette syndicat mixte. Par conséquent, Madame Edel Laurent, cette candidature ne pourra avoir un avis favorable pour 2 raisons. D'abord parce que, comme je viens de le dire dans la présentation, le syndicat mixte va être vidé de son sens et transféré à la communauté de communes, et vous faites déjà partie de la commission eau et assainissement. La deuxième raison, c'est que les désignations des 15 représentants est un équilibre entre les 6 communes et principalement les 3 communes intéressées par la future organisation de STEP et des eaux usées qui sont Maestratsheim, Kraut et Innenheim. Les communes de Bernardsviller, Obernai et Nidernais sont moins impactées par ça. Voilà. Donc, je vais vous proposer là aussi de procéder à main levée la désignation des personnes suivantes. Monsieur Bernard Fischer, Monsieur René Hult, Monsieur Francis Wagentrutz, Monsieur Jean-Claude July, Monsieur Dominique Joly, pardon. Monsieur Norbert Motz, Monsieur Franck Buchberger, Monsieur Jean-Jacques Stahl, Monsieur Denis Lehmann, Monsieur Claude Kraus, Madame Valérie Rucher, Madame Christiane Settel, Monsieur Pascal Meder, Madame Isabelle Aubrecht et Monsieur Robin Klaus, qui est pour cette désignation de ces 15 éléments. Donc, moins 2. Qui s'abstient? Voilà, merci.
Jean-Claude, je me permets juste de rajouter. Merci à ceux qui ont initié à l'époque le CIVOM du bassin de l'Aisne, travail extraordinaire pendant des décennies, qui a permis, il y a plus de 10 ans, de construire la station d'épuration, aujourd'hui encore la plus performante de France, pour 23,6 millions d'euros. Ça, c'est l'histoire. Il y a eu un travail considérable proposé à l'époque, y compris 3 ans de travaux avec les choucroutiers, 12 choucroutiers donc, du secteur qui, à l'époque, dépotaient les jus de choucroute sur le territoire de Strasbourg et qui ont été partie prenante à hauteur de 3 millions d'euros dans l'investissement. Le principe était, il y a 15 ans déjà, autour de la table, de se dire on va essayer de traiter tous les effluents viticoles, choucroute et autres sur notre territoire. Premier point. La deuxième chose, la station d'épuration est toujours la plus performante de France puisque on y détecte pas seulement les organochlorés, les organophosphatés, les métaux lourds et autres, mais également les résidus moléculaires des médicaments. Troisième chose, elle produit de l'électricité. C'est quand même une des seules steppes de France qui produit de l'énergie, entre guillemets propre, à partir de ces effluents. Quatrième point, nous avons travaillé pendant 2 ans avec KPMG pour voir l'avenir, comme l'a dit Jean-Claude, du syndicat mixte, donc du bassin de l'Aisne. Il n'est plus nécessaire aujourd'hui d'avoir un syndicat mixte obsolète, vidé de sa substance. L'objectif, et ça a été déjà vu avec les communes de Börsch, Griesheim, Autroth et Saint-Nabord, c'est dans les 2 ans qui viennent de prendre la compétence, la station d'épuration dans l'intercommunalité, travail réalisé avec un audit par KPMG qui était autour de la table une dizaine de réunions en 2 ans, et donc dans l'immédiat, le syndicat mixte continuerait, se mettrait en place pour ensuite l'intégrer dans les 2 ou 3 ans qui viennent avec l'aval, évidemment, et la bénédiction des services préfectoraux pour qu'on l'intègre. À partir de là, il faut qu'on pérennise juridiquement les conventions, voilà le travail qui vient encore, avec les 4 autres communes pour que dans les décennies qui viennent, tout le monde soit assuré, j'allais dire, du traitement des eaux pluviales et des eaux résiduelles dans notre station d'épuration. Voilà un petit peu les perspectives, d'où le fait, ce qu'a énoncé Jean-Claude avant, pour la représentation dans les 2 compétences aménagement et entretien des cours d'eau et dans la compétence traitement et transport des eaux usées domestiques, industrielles et pluviales. Donc en complément, on reviendra forcément dans les mois qui viennent sur ce projet d'intégration. Merci à vous. Le point suivant, c'est les délégués permanentes donc, au président. Alors plusieurs choses. La première, c'est l'attribution du marché public de fourniture de masques barrières en tissu. J'en ai déjà parlé. Nous avons acheté, la communauté de communes, pour 256 918 € de masques. 256 918 € de masques. 12 860 en tissu, 95 000 chirurgicaux, 50 000 FFP2. Et donc, nous avons distribué masques grand public, 40 000 qui ont été distribués en mai et en juin. Encore merci très chaleureusement à toutes les personnes qui ont participé à cette distribution active. Le matériel mis sous pli pour les masques a coûté 9 774 € et la communauté de communes a acheté pour 12 200... Norbert, il faut que tu éteignes ton téléphone. Merci. La communauté de communes a acheté pour le compte des 6 communes pour 12 267 € de produits d'hygiène. Vous les connaissez, c'est aussi ça la solidarité sur notre territoire. J'allais presque dire, malheureusement, nous en avons encore besoin aujourd'hui alors qu'on est fin juillet. Deuxième chose que je voulais dire, nous avons à l'heure actuelle 157 859 masques en stock. Il faut prévoir, donc nous avons 157 859 masques en stock. Vous avez ensuite l'attribution de l'accord cadre de bons de commande à l'entreprise Sinoprotec. C'est tout simplement la sécurisation de nos équipements. Et lorsque nous avons réouvert les déchetteries, nous avons pris une société de sécurité. C'était absolument indispensable, eu égard à la régulation nécessaire de l'affluence les premières semaines. Vous avez ensuite l'avenant numéro 1 pour le lot numéro 2 des travaux de fabrication et de pose du Pantaglis.
Je rappelle à ce niveau-là que nous avions décidé dans l'ancienne mandature de réaliser tous les travaux de rénovation du Pantaglis qui a aujourd'hui 10 ans, avec un dispositif de résine qui tiendra bien plus longtemps dans le temps. Les faux plafonds dans l'espace zen sont refaits également en août-septembre cette année. Et il y a également des travaux qui ont été programmés, déjà préfinancés dans le budget au niveau des saunas. La semaine prochaine, nous avons une importante réunion de travail avec la société donc gestionnaire de nos 2 équipements, Recrea, puisque à l'heure actuelle, il n'est pas pensable, eu égard aux réglementations interministérielles et aux modalités que nous avons de la préfecture, de réouvrir au public dans l'immédiat l'espace aquatique, l'eau. On le regrette bien. On est déjà satisfait, personne ne choisit à ce niveau-là, on est déjà satisfait, j'allais dire que la capacité d'accueil de la piscine plein air est évoluée par rapport au début et par ces journées chaudes, évidemment. Vous avez ensuite l'attribution du marché public de diverses réfections sur le réseau d'assainissement, sur la RD 426 à Nidernais qui a été attribuée à la société Eiffage pour un montant de 11 702 €. L'attribution du marché public d'entretien des portes intérieures de l'espace aquatique à la société Alufet Briotet pour 20 336 €. Le marché public de prestation des services de nettoyage pour l'espace aquatique, l'eau à la société Cernet pour 5 840 €. Le marché public des travaux de remplacement des mâts dans le parc d'activité sud à Aubernais à l'entreprise Sogeka pour 14 475 €. Donc tout le parc d'activité sud a vu ce remplacement avec évidemment un éclairage public qui est beaucoup moins consommateur et qui éclaire bien mieux. Les indemnisations des sinistres dans le cadre de contrats d'assurance souscrits par la communauté de communes. Un sinistre rue des Ateliers à Aubernais, nous avons été indemnisés à hauteur de 3 920 € TTC. Un sinistre croisement rue du Commerce et rue de l'Artisanat à Aubernais pour un montant de 1 814 € TTC. Sinistre boulevard de l'Europe à Aubernais pour 2 544,14 €. Et ensuite, il vous est proposé de prendre acte de toutes les renonciations aux droits de préemption urbains que vous avez en détail pour chacune des 6 communes, puisque vous savez que dans le cadre du PLUI, donc les DIA passent au niveau de l'intercommunal, donc les demandes d'intention d'aliéner qui nous sont transférées par les notaires lors des actes de vente et sont étudiées conjointement par la communauté de communes et par les maires également des différentes communes. Voilà pour ce compte-rendu et je tiens à remercier très chaleureusement les personnes qui siègent également ou qui ont siégé par le passé à la commission d'appel d'offres eu égard à tous ces avenants des marchés publics. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est voté. C'est René qui nous présente... Ah non, c'est... Le point suivant, pardon, c'est l'approbation des comptes administratifs. René fera voter puisque je suis obligé de sortir. Donc, il y a eu 2 abstentions. Ah, 2 abstentions, d'accord, ok, très bien. Donc c'est noté, les abstentions. Je vous fais grâce de tous les détails des chiffres, mais néanmoins, pour vous dire que sur les résultats d'exécution du budget principal et des budgets annexes de la communauté de communes, nous avons des résultats qui sont excédentaires sur l'année 2019, sauf pour la Z à Bourg, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est une zone d'activité à Maestratsheim sur laquelle nous travaillons. Et il y a 10 jours, nous avons reçu, avec Claude Kraus et Audrey, la directrice, un chef d'entreprise qui souhaite s'y installer. Au fur et à mesure, maintenant, nous avons des contacts. Si vous me faites grâce des détails des chiffres, je vous dirai juste le résultat cumulé au 31 décembre 2019, donc de notre intercommunalité. Sur le budget principal, nous avons un total de 8 432 853 €. Sur l'aire d'accueil des gens du voyage, un delta positif de 263,24 €. Sur le parc d'activité intercommunal, un résultat positif globalisé de 1 330 232 €. Nous étions sur place également récemment puisque la plateforme de retournement devant l'entreprise Roma faisait l'objet depuis 6 semaines de stationnement intempestif de poids lourds. Donc nous avons mis en place... décidément, il faut tout organiser. Jamais nous n'aurions imaginé cela. Nous avons été sur place avec une entreprise et on a organisé, on était en présence de tous les chefs d'entreprise qui sont sur place, SPR, Festin
et puis Roma, pour faire en sorte que ce stationnement intempestif de poids lourds qui n'ont rien à y faire, qui ne desservent pas notre zone industrielle, dégage. Ce n'est pas un stationnement, c'est évidemment une aire de retournement. Donc ça s'est réalisé. Et les chefs d'entreprise, évidemment, nous disent leur satisfaction du parc d'activités intercommunales avec des perspectives, malgré le Covid, qui sont plutôt positives. Zeda de la Bruche, du Bruch, donc je l'ai dit, moins 261 213 €. Nous sommes aujourd'hui dans des phases de dépenses pour réaliser toute la viabilité, donc le préverdissement de cette zone, avec un cahier des charges qui est en train d'être finalisé, où nous souhaitons que les entreprises qui s'y installent, ce sera une demande, aient des bâtiments avec photovoltaïque, avec des énergies renouvelables, etc. On reviendra sur ce point-là. Les ordures ménagères, donc un delta positif de 16 247 €. Pour l'eau, un résultat cumulé de 421 238 €. Et pour l'assainissement, un global positif de 418 286 €. En global, sur l'ensemble de ces budgets, nous avons donc un résultat cumulé positif de 11 057 908 € à fin décembre 2019. Dans toutes les collectivités, il fallait toujours voter les comptes administratifs dans les communes, les intercommunalités, régions et départements avant fin juin. Aujourd'hui, nous sommes presque fin juillet, nous le votons maintenant puisqu'il y a une prorogation de plusieurs mois permise par les services de l'État. Donc il vous est proposé de voter cela. Je rappelle également que pour le produit des impositions directes par habitant, nous avons une recette de 597 € par habitant, que nous avons un coefficient d'intégration de 0,37, c'est-à-dire que 37% de toutes les compétences partagées entre nos communes et l'intercommunalité sont organisées et gérées par la communauté de communes, et nous avons de la part de l'État une dotation globale de fonctionnement par habitant de 11,17 €. Nous sommes dans le tableau bas. Il y a des DGF qui sont dans d'autres territoires de 30, 40, 50 € par habitant. Nous avons un encours de la dette qui n'arrête pas de baisser puisqu'il est de 214 € par personne. L'année d'avant, il était de 238 € et des charges réelles de fonctionnement qui sont également indiquées. Donc, vous avez également les taux d'exécution budgétaire qui sont bons pour l'année 2019. Et puis je propose, puisque moi je dois sortir, que ce soit René Holt qui passe au vote ou au débat. Ok, donc moi je vous propose à main levée d'adopter l'ensemble de ces données, puisque vous voyez qu'on a quand même 11 millions de bénéfices, si on peut dire ainsi. Donc voilà, je propose de passer au vote directement, à moins qu'il y ait des questions. Mais voilà. Qui est-ce qui approuve? Ok, merci, à l'unanimité. Voilà, Monsieur le Président, donc adopté à l'unanimité. Merci, et ça me permet de saluer l'ensemble des personnes qui ont siégé. Il y a des nouveaux élus qui sont aujourd'hui présents, mais c'est le résultat des personnes qui ne sont plus présentes aujourd'hui et qui ont siégé dans la précédente mandature. Merci très chaleureusement à eux. Le point suivant, c'est l'affectation des résultats. Vous avez le tableau, si vous en êtes d'accord. Je ne vais pas être répétitif pour lire tous les chiffres qui vous sont présentés. Le principe, c'est d'affecter chaque fois les résultats en partie à la section de fonctionnement et en partie à la section d'investissement, comme chaque année. Si vous en êtes d'accord, je ne rentre pas dans les détails, c'est projeté, vous avez tous les chiffres pour chacun des 7 budgets. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? C'est voté, je vous remercie. Le budget supplémentaire numéro 1, budget principal et budget annexe. Donc nous avons tout simplement à prendre la décision suivante. Intégrer les résultats de l'exercice 2019 suite à l'approbation du compte administratif. Annuler tout ou partie des emprunts qui ont permis d'équilibrer. Nous avons dû faire
inscrire des emprunts entre guillemets fictifs pour les équilibres budgétaires qui ne sont pas réalisés. Donc ces emprunts ont été inscrits pour 8 078 000 euros, mais n'ont pas du tout été réalisés. Et donc il est proposé également de tenir compte des dépenses imprévues pour assurer la gestion de la crise sanitaire, notamment l'achat des masques, j'en ai parlé avant, et des produits d'hygiène pour un montant global de 300 000 euros. La décision modificative et le budget supplémentaire, c'est juste cela. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Vous avez ensuite le rapport numéro 8. Pardon. Le rapport numéro 9, donc c'est Norbert Motz, qui va nous présenter 4 rapports successifs. Donc c'est le rapport par rapport au annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention de gestion des déchets ménagers pour l'année 2019. Donc en collecte et incinération, on était à 3 346 tonnes d'ordures ménagères. Par rapport à 2018, on a baissé de 10%. Donc après, en second chiffre, le collecte, tri et recyclage de 1308 tonnes, emballage recyclable et de papier. Donc là, on a augmenté de 23%, ce qui veut dire qu'il y a une partie de la baisse la première référence qui est entrée là-dedans. Collecte et méthanisation de 104 tonnes de biodéchets, plus 23% aussi. Collecte et recyclage de 861 tonnes de verre, donc c'est stable depuis pas mal d'années. Et collecte et traitement de 5280 tonnes par les déchetteries, donc c'est quand même sur une année, donc ça reste relativement stable aussi, moins 0,10%. Il faut juste rajouter que sur les déchetteries, il y a à peu près une fréquentation de 70 000 entrées par an. Voilà, donc il y a quand même pas mal de gens qui circulent dans les déchetteries. Après, la suite, c'est l'évolution des déchets ménagers. Donc vous avez le graphique, hein, voilà, il y a des déchets ménagers qui baissent, et puis après, grâce au tri, voilà, c'est le tri qui augmente. Donc c'est tout à fait une logique de l'évolution et qui va sans doute encore s'accentuer les prochaines années. Donc après aussi le tonnage total collecté en 2019, donc c'est 10 900 tonnes, soit 575 kilos par habitant. 91% de déchets sont valorisés, donc, dont 48 recyclés, 44 transformés en énergie. Et là, on a une baisse de tonnage globale de 1%. Bon, disons, ça reste stable. Voilà. Et le coût du service, on est sur 2 447 000 euros hors taxe. Et bon, vous avez en dernier l'évolution des quantités totales des déchets collectés depuis la mise en place du tri. Donc, on en est en baisse constante. Voilà. Donc, ça, c'est les deux points. Après, il y a l'attribution de subventions pour l'acquisition et l'utilisation des composteurs individuels sur le territoire de la Comcom. Donc là, vous avez les demandes de différentes personnes sur l'ensemble des communes de la communauté de communes. Donc ça, c'est tout à fait dans l'air du temps. Donc ça rejoint un peu ce qu'on était en train de dire avant. Donc ça, c'est le point 11. Et le point 12, c'est l'attribution de subventions pour l'acquisition et l'utilisation de récupérateurs d'eau de pluie sur le territoire. Donc c'est la même chose, c'est différentes personnes qui ont installé ou qui vont installer des récupérateurs d'eau. Donc, vu les étés qui se suivent et qui ressemblent au niveau sécheresse, je pense voilà, c'est une bonne réaction des gens par rapport à ça aussi.
Voilà. Ouais. Ok. Juste un point complémentaire, incitation très forte depuis des années à produire moins de déchets, et il faut en parler à nos concitoyens. Pardonnez-moi de penser que depuis le 11 mai, depuis le début du déconfinement, nous n'avons jamais vu autant d'incivilité et de saleté par terre. Ce n'est pas normal, ce n'est pas que chez nous, c'est partout en France. Donc on dénonce ça. Ces comportements sont tout à fait inqualifiables, alors que nous avons des agents dans nos communes qui ramassent les déchets et de temps en temps des concitoyens qui ne comprennent pas, en fait, qui se retournent contre les élus locaux que nous sommes, au lieu d'invectiver, j'allais dire, ceux qui sont les auteurs et qui jettent ces saletés par terre. Première des choses. Deux, merci aux anciens d'avoir bien géré il y a 20 ans déjà la compétence ordures ménagères qui nous a permis, il y a 17 ans, de financer 2 déchetteries intercommunales que nous avons améliorées depuis. Troisième chose, vous voyez le tonnage qui augmente, mais néanmoins le tri sélectif est bien plus important aujourd'hui qu'il ne l'était hier et la production par habitant est inférieure à la moyenne nationale. Je parle de la production de déchets ménagers. Il faut continuer dans ce sens-là. Lorsqu'on voit aujourd'hui les enjeux de la planète, lorsqu'on voit les enjeux de nos territoires, il faut continuer à citer, j'allais dire, toutes les filières de production d'emballage à ce qu'il y en ait moins, puisque nous sommes en bout de chaîne, les élus locaux, avec les techniciens, nous gérons nos déchetteries, les poubelles, mais les efforts qui sont faits sont vraiment à mettre au compte, j'allais dire, de tous les concitoyens qui aujourd'hui sont beaucoup plus civiques dans leurs attitudes, beaucoup plus responsables qu'il y a 10-15 ans dans ces domaines, mais également à l'action publique que nous menons. Il y a des oppositions, des abstentions? Madame Edel-Laurent. Très bien. Donc, le budget annexe des ordures ménagères, Norbert? C'est fait. Ensuite, l'attribution de subventions. C'est bon aussi? OK. Et l'attribution de subventions pour l'acquisition, c'est fait aussi. Tout est fait. Il a présenté les 4 rapports en une seule fois. Donc, vous êtes exprimé, c'est très bien. Et on va passer à la gestion de l'eau potable et de l'assainissement, donc avec Claude Kraus, puis René Holt. Donc, le rapport annuel pour le prix et la qualité de l'eau, service public de l'eau potable de la communauté de communes. Donc, première chose, donc, il y a le patrimoine donc, dont on est propriétaire. Donc, il y a 8 sources, un forage. Donc, il y a 3 usines de production d'eau potable qui sont à Kraut, Erkersheim, Klingenthal et Saint-Nabor. Il y a 5 réservoirs. Et donc, il y a aussi 154 km de réseau de distribution. Donc, sur notre communauté de communes. Donc, pour la réalisation du service, le calcul du rendement du réseau qui s'améliore. Vous voyez, depuis 2015, on était à 77,93 et là, en 2019, on est quand même à 83,28 et on a augmenté le rendement de 5,5% de 2018 sur 2019. Donc c'est quand même l'entretien se fait quand même régulièrement et que effectivement le réseau est quand même bien entretenu et absolument et rentable. Tu fais bien de mettre le point sur cet accent. Le fait de renouveler sans cesse des conduites, ça coûte évidemment énormément de sous, mais néanmoins à 83,26%, on est à 15 points au-dessus de la moyenne nationale. L'objectif, c'est d'arriver aux 95-98%, mais c'est toujours les 10 derniers pourcents qui sont très très délicats, parce que les fuites, évidemment, sur le réseau, c'est complexe. Pardon, Claude. Oui, c'est bon. Donc, la clientèle et le prix de l'eau. Donc, il y a 5 907 clients. Donc, il y a 12 617 factures émises. Donc, la mensualisation, à peu près autour de 3 000 clients qui sont mensualisés. C'est une augmentation quand même de 4%. L'année dernière, donc, et les factures dégrevées, bon, il y a 783 mètres cubes, et le volume facturé en totalité, 1 265 340 mètres cubes, donc quand même une augmentation de 2,9% de la consommation de l'eau sur l'année 2019. Donc la qualité de l'eau, donc le taux de conformité bactériologique est bon, et on est à 100%, et le taux de conformité psychochimique est à 83,3%.
Et la distribution, la conformité est à 100%, la conformité bactériologique et la conformité psychochimique aussi est à 100%. Physico-chimique. Physico-chimique, pardon. Donc, les réalisations de services aussi. Donc, il y a eu 40 fuites, donc 12 sur le réseau de distribution et 28 sur les branchements. Et le nombre de sorties d'astreinte, il y en a quand même eu 36, donc 22 pour le réseau et 14 sur l'usine. Donc, c'est quand même bon. Le réseau est quand même bien entretenu. Il n'y a pas trop de réparations, je trouve que pour 40 fuites sur le réseau qui est, donc sur les 6 communes, c'est quand même pas beaucoup. Donc il y a aussi le nettoyage annuel des réservoirs qui est réalisé tous les ans. Après, il y a encore la réalisation de services des développements du télérelève. Donc il y a de bons élèves dans la commune comme Maestratsheim et Niedernet où il n'y a pas de refus de clients pour la télérelève. Donc c'est quand même bien. Et donc en total, il y a quand même il y a 5825 foyers qui sont équipés de télérelève. Merci Claude de rappeler qu'il y a des élèves qui doivent s'améliorer. Ce sera transmis à nos concitoyens. Voilà. Donc il reste les comptes du service. Donc vous voyez le bilan. Donc il y a un résultat. Donc par rapport de 2018 à 2019, en 2018 il était de 4,04 milliers d'euros. Et en 2019, il est de 28,91 milliers d'euros. Voilà, donc c'est pour les budgets de l'eau potable. Donc, on passe tout de suite à l'assainissement. Non, peut-être pour l'eau potable, il y a une intervention, sinon je passe au vote. Donc, les oppositions, vous vous abstenez? 2 abstentions, donc votez. Tu peux continuer par l'assainissement. Donc, les rapports de l'assainissement. Quelques chiffres. Donc, en termes d'abonnés, on est à 18 597 habitants. Donc, les ouvrages, on a effectivement 124 km de réseau. Il y a 3 postes de relèvement. Il y a 29 déversoirs d'orage. Donc, et la consommation en mètres cubes, l'assiette de redevance est de 1 080 008 mètres cubes. Donc, dans le linéaire, le nombre, il y a eu 4 désobstructions sur branchement sur le réseau. Donc, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Et les ouvrages, il y a 88% des avaloirs qui ont été curés. Avec le nombre de branchements neufs réalisés, il y en a eu 5. Et le nombre d'installations ANC contrôlées, il y en a 31. Pour le curage, effectivement, donc l'objectif est de curer 10% du réseau chaque année. En 2019, on n'y est pas tout à fait, on n'est qu'à 9,3%, donc à peu de choses près. Et vous avez les plans des différentes sections qui ont été curées dans les différentes communes de la Comcom. Donc à Bernardswiller, Innenheim, Maestratsheim, Kraut, Niedernet et à Obernai aussi. Donc les différents secteurs qui ont été curés. C'est bon. Des interventions, des oppositions, des abstentions, donc 2 abstentions. Je voulais juste rajouter sur l'eau. L'eau devient un enjeu, ça fait longtemps que c'est un enjeu majeur. Il y a 30, 40, 50 ans, il y avait déjà des personnalités qui disaient, qui interpellaient en tout cas les concitoyens aux enjeux de l'eau. Nous, on a la chance d'avoir 8 sources de captage au niveau des collines prévosgiennes qui aujourd'hui ne se tarissent pas. Mais néanmoins, elles ne produiront pas plus dans les décennies à venir. On capte aujourd'hui sur les forages, sur la nappe phréatique, dans le secteur de Krottergersheim, de l'eau complémentaire. Et heureusement qu'il y a 8 ans, nous avons dépensé quand même plusieurs millions d'euros pour faire une conduite de 5 km qui va jusqu'à Blesheim, où il y a de l'eau de très bonne qualité,
en suppléance, j'allais dire, de l'eau potable que nous avons des sources et directement produite par la nappe phréatique. Tous les territoires seront dans des situations, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui seront tendus en ce qui concerne la production de l'eau. La distribuer, ça c'est simple, c'est technique, ce sont des tuyaux. Mais néanmoins, il faut être vigilant sur la qualité de l'eau et sa production. On en reparlera et on risque d'en parler beaucoup dans les années à venir. On continue, René, point suivant. Puisqu'on est dans l'eau et dans les sources, il y a une conclusion d'un protocole d'accord faisant suite à la médiation entre la Comcom et l'indivision Bachert. Donc la Comcom est compétente pour la distribution, la production et la distribution d'eau. En 1996, elle a fait des études, réalisé des études pour les périmètres de protection de la source de Bernardsviller. Cette source, ajoutée à celle de Saint-Nabord, sert à alimenter, les sources servent à alimenter en eau potable les communes de Saint-Nabord, Bernardsviller et Aubernais. Les périmètres ont été établis à la suite de 2 rapports d'un hydrogéologue. Les périmètres ont été arrêtés en février 2015. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Lorsqu'on a voulu protéger ces périmètres, il y a 4 hêtres qui ont été abattus. C'est lors de l'abattage de ces arbres... Par l'ONF. Pardon? Par l'ONF, oui. Ces arbres sont tombés sur 3 pins en contrebas. Vous l'avez dans la délib présente. Et donc, un abattage d'un hêtre centenaire appartenant à l'indivision Bachert a également été constaté qu'il a été abattu. Bon, bref. 2 rapports d'expertise judiciaire ont conclu que les dommages sont dus à ces abattages et que c'est à cause de la Comcom. Bref. Faute d'accord entre la CCPO et l'indivision Bachert, un recours indemnitaire des frais des dommages résultant des travaux a été déposé par l'indivision Bachert en 2020. Il eut fallu payer 21 776,76 €. Il y a eu une réunion de médiation le 2 juillet 2020 et donc à l'issue de cette médiation, un accord amiable a été trouvé. Il a donc été convenu que l'indivision Bachert se désiste de toute instance et action du recours indemnitaire devant le tribunal administratif de Strasbourg, à condition que la Comcom s'engage à verser les sommes suivantes. Vous avez les détails, mais c'est un total de 9 686,50 €. Donc un accord amiable a été trouvé. Moi, je vous propose d'être d'accord avec enfin cette médiation et cet accord amiable, de manière à ce qu'on puisse clore ce dossier à un moment donné, quoi. Merci René. 3 choses. 1, il n'y a aucune mauvaise foi, c'est l'ONF qui a fait du travail pour le compte de la communauté de communes, mais qui a causé les dommages. La deuxième chose, personne n'est heureux, j'allais dire, lorsqu'il y a des dommages sur des arbres, fussent-ils séculaires en plus de ça. Troisième chose, on a un bon protocole, jamais la communauté de communes n'a été condamnée pour quoi que ce soit. Là, il y a des dommages et des réparations pour renaturer à hauteur de 9 686,50 €. C'est le moindre mal puisque cet argent sera utilisé dans le domaine Bachert pour des plantations. Le dernier point que je voulais dire, nous, la seule intérêt, la commande de la communauté de communes à l'époque, c'était que le travail soit fait pour protéger nos sources. J'en reviens à... j'allais dire à la commande initiale. Donc il y a eu malheureusement des dégâts réalisés par l'ONF et forcément le propriétaire, l'indivision Bachert que nous avons rencontré plusieurs fois, évidemment demande des comptes à la communauté de communes. Et ça a été fait par des professionnels. Tout à fait. Enfin, voilà, c'est pas bien grave, c'est dommage. Voilà. Oui. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? On passe au point suivant. Tu continues, René? Rapport d'activité. Que tout le monde l'a lu. Enfin, voilà, on peut le feuilleter si vous voulez, hein. Il y a quand même, en tout cas, merci aux services qui ont
fabriquer ça. Enfin voilà, c'est très bien ça. Les rapports d'activité seront tous mis en ligne sur le site de la communauté de communes du pays de Saint-Odile, donc tout le monde peut les consulter en détail. Les rapports d'activité, les rapports financiers, dans les 15 jours qui viennent, tout sera mis en ligne. Tout sera mis en ligne. Donc vous avez page 6, toutes les compétences, je ne vais pas vous les relire. Hein. Voilà, le plan lumière, le transport à la demande, tous les anciens qui siègent et les nouveaux qui siègent aussi aujourd'hui ont certainement déjà eu vent de tout ce que fait la communauté de communes. L'aménagement numérique du territoire qui est quand même là bien démarré et qui se terminera normalement en 2021, donc l'année prochaine. Toutes les communes devraient être équipées. J'ai encore eu une réunion ce matin qui m'a confirmé ça. Donc vous avez le domaine de l'enfance et de la jeunesse, hein, l'animation jeune, l'aire d'accueil des gens du voyage. Nous aurons une réunion demain voilà, pour discuter du bien fondé et de la continuité de ce service-là, puisqu'il y a une aire de passage qui est là. Le développement durable, les pistes itinéraires cyclables que nous allons encore développer. Plusieurs itinéraires nouveaux ont été listés, on en a débattu. Obernai-Börsch, Meisratsheim-Schäfersheim, Meisratsheim-Walf, Innenheim-Dütlenheim. Donc on verra si on peut réaliser tout ça. Pour continuer sur les pistes cyclables, vous avez tout ce qui concerne le vélo, où nous avons mis en place une prime vélo. 23 748 € ont été dépensés en 2019, donc pour subvenir pour combien de vélos? 407 dossiers ont été enregistrés. Donc voilà, c'est bien. Plus de 400 vélos financés sur l'intercommunalité. Et puis, comme on croise tous nos concitoyens, il y a un certain nombre de concitoyens qui ont quand même fait le choix, grâce à la subvention, qui a été très incitative, d'acheter des VAE. Alors 133 VAE. Tout à fait. 133 VAE, pardon, 112 vélos classiques, un vélo cargo et un tricycle. Enfin voilà, tout ça, vous l'avez dans le fascicule, hein, donc pas vous lire tout ça, mais enfin voilà. On est quand même, on va dire, peut-être pas au top, mais pas mal au niveau de la Comcom. Je vous laisse lire tout ça. Je vous demande juste d'approuver ce rapport d'activité générale. Bien sûr, toutes les communes sont destinataires. Ça passe dans tous les conseils municipaux où chaque maire le présentera au conseil municipal de sa commune. Oui. Attends, je n'ai pas entendu. Je voulais demander la parole tout à l'heure, si c'était possible, René. Qu'est-ce que j'ai fait? On n'a pas compris, pardon. Je souhaitais juste intervenir à l'issue de la présentation. C'est pour ça que j'ai fait signe à René. Oui. Allez-y. Bon. Écoutez, chers collègues, effectivement, j'ai pris connaissance avec intérêt de ce rapport d'activité. Merci effectivement aux services qui ont fourni un travail conséquent pour rappeler les compétences de la Comcom et ses missions. Ce document, je vous le rappelle, est un document obligatoire et je suis ravie d'entendre qu'il sera téléchargeable sur le site internet de la communauté de communes. À ce sujet, j'invite effectivement aussi la communauté de communes peut-être à réactualiser son site internet, puisque donc actuellement on a encore la liste des anciens élus sur le site, donc je pense que ça pourra être fait en même temps. Donc sur ce document, je crois qu'il a le mérite d'exister. Après, je ne voudrais pas non plus dire qu'il n'est pas perfectible, sans doute aussi bien sur le fond que sur la forme. Hein. Pour l'avoir lu à plusieurs reprises, j'ai déjà les pages qui se détachent, c'est un petit détail, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut se passer du papier et la formule téléchargeable sera très bien. Donc, on a un rappel, effectivement, des différentes compétences de la Comcom, des politiques qui sont développées, c'est très bien. Mais bon, cette information, je la trouve quand même un petit peu biaisée.
pour avoir également consulté des rapports de communautés de communes voisines. Je les trouve parfois plus structurés et plus étoffés, donc à vous peut-être d'y jeter un œil. J'aimerais en particulier pointer les informations qui sont mises en avant sur la gestion des espaces aquatiques dans ce rapport. Donc vous avez une belle feuille comme celle-ci avec 3 photos. Et on nous donne un camembert sur le versement que nous avons fait l'an passé aux délégataires, à savoir près de 630 000 €. Et on nous rappelle également que depuis 2010, plus de 3 millions de personnes se sont baignées dans cet équipement. C'est très bien. Pour quelles raisons, dans un rapport d'activité, ne nous dit-on pas combien de personnes ont bénéficié de cet équipement et sont venues se baigner dans l'année 2019, c'est bien le sujet d'un rapport d'activité. Donc, je vous poserai la question pourquoi ces éléments n'y figurent pas. Pour mémoire, je crois qu'en 2018, on était à 289 000 entrées, me semble-t-il. Donc, je crois qu'il est légitime aussi que les Aubernois soient informés à ce sujet. Sur des communes voisines, j'ai ici, par exemple, pour vous dire le rapport d'activité sur la gestion de piscine qui fait plusieurs pages avec des détails sur la fréquentation, des détails également sur les coûts d'exploitation. Bien sûr, notre équipement n'est pas géré en régie, mais par un délégataire. Et donc, j'attends avec impatience également de pouvoir disposer dans cette assemblée du rapport du délégataire 2019. En tant que candidate aux élections, j'avais sollicité la Comcom pour avoir les informations du délégataire que j'ai obtenues, mais d'une façon, on va dire, assez light, un document qui est ici, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le rapport d'activité 2019, où effectivement, on a blanchi de nombreuses pages. Donc, je n'ai pas pu avoir d'éléments sur le nombre de baigneurs, sur la répartition des clients entre les scolaires, entre les actifs. Et donc, je ne trouve pas que ça soit très normal. Donc, je ne sais pas où en est ce document. En tout cas, celui-ci, je crois, n'est pas diffusable au public. Mais par contre, il est diffusable aux élus. Et je profite donc de cette petite intervention pour vous dire que je souhaiterais que notre groupe et tous nos collègues ici disposent également de ce document. Très bien. Quelques éléments de réponse. D'abord, c'est obligatoire. Nous avons tous les éléments qui sont dématérialisés au niveau de la communauté de communes. Là, on peut le faire, mais les rapports d'activité doivent encore être faits légalement sur papier et transmis. Première chose. Deux, vous n'avez sans doute pas idée de quelle période on sort et des difficultés de gestion dans le domaine des périscolaires, dans le domaine scolaire, dans toutes les fonctions de la déchetterie, etc. Moi, je tiens à rendre hommage, non pas seulement aux élus qui ont mouillé leur chemise, contrairement à d'autres, mais surtout à l'équipe de la communauté de communes qui n'a pas arrêté de travailler à un rythme fou. Pardonnez-moi de penser que la mise à jour, j'allais dire, d'un support d'information au niveau de la communauté de communes passe derrière, j'allais dire, la sécurité de nos concitoyens. On n'a visiblement pas vécu tout à fait la même chose. Mais ça, je tiens quand même à vous le préciser. Bien entendu, tout sera mis à jour, y compris les rapports seront publiés et les nouveaux élus seront mis sur le site de la communauté de communes en son temps dans les semaines à venir. Troisième chose, nous avons eu l'audace sur ce territoire. Nous avons eu l'audace sur ce territoire un jour de réfléchir, il y a 20 ans, 18-20 ans, comment répondre aux besoins en matière d'équipement aquatique. Je rappelle qu'il n'y a pas d'équipement aquatique dans le secteur de Bar-Bernstein, qu'il n'y a pas d'équipement aquatique dans le secteur de Rosheim et qu'il y avait un manque de piscines couvertes considérable il y a 20 ans sur le département du Bas-Rhin en particulier, y compris sur toute l'Alsace. Nous avons eu l'audace, avec les anciens élus, sur un territoire de 18 000 habitants, de nous lancer dans un projet qui est celui de l'espace aquatique L'Eau. 18 millions d'euros. Aujourd'hui, un peu plus de 3 millions d'euros de dette de capital résiduelle après 10 ans d'ouverture.
Tous les ans, il y a entre 280 000 et 320 000 usagers au niveau de cet équipement. Tous les ans. Bien sûr, pas cette année, eu égard au Covid. Et il faudra parler dans les semaines qui viennent. Nous rencontrons la direction de Récréa. Toutes les intercommunalités, les agglomérations qui ont des équipements de ce type-là devront participer financièrement. Le délégataire ne supportera pas seul, j'allais dire, les coûts de l'équipement. D'ailleurs, l'équipement tous les jours coûte de l'argent sur sa maintenance, alors qu'il n'y a pas de fréquentation. Eu égard au Covid, ce n'est pas nous qui décidons, c'est évidemment les services de l'État pour protéger nos concitoyens. Deuxième chose, vous aurez un rapport détaillé à cet automne sans aucun problème. Il y a une transparence totale. Nous avions mis la barre un peu fort lors du renouvellement de la délégation de services publics à hauteur de 450 000, 500 000 euros pour les 2 équipements piscine plein air et équipements aquatiques l'eau. Et nous sommes revenus sur ce principe où aujourd'hui en global à l'intercommunalité nous mettons 900 000 euros pour compenser d'abord le coût d'accueil des 850 membres des Dauphins. Nous avons le 2e club aquatique d'Alsace, après Mulhouse, qui évolue ici à Aubernais dans notre équipement. Nous accueillons plusieurs centaines d'enfants et de scolaires et de collégiens dans cet équipement qui n'auraient pas, j'allais dire, de destination. Maintenant, il y a des piscines qui se sont refaites dans le secteur de Molsheim, mais qui devraient aller loin en bus. Imaginez le bilan carbone s'ils n'avaient pas cet équipement. Et nous avons un indice de satisfaction qui est plutôt très favorable dans le domaine de la fréquentation de cet équipement, qui bien sûr doit se parfaire, dans lequel nous engageons d'ailleurs plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement, comme je l'ai dit avant, lorsque je rendais compte des avenants pour les marchés publics. Bref, il y a ceux qui ne font rien de temps en temps et qui critiquent, ça ne vous concerne bien pas évidemment, Madame Edel, mais il y a les autres qui mouillent leur chemise et qui font. Dépenser 900 000 euros pour la gestion de la piscine plein air et sur l'espace aquatique l'eau, lorsqu'on sait que la commune de Célestat, par exemple, en régie, dépense plus d'1 million d'euros pour 126 000 euros, faites juste le ratio. Quand vous regardez le ratio des piscines, un jour viendra le débat là-dessus. Moi, je veux bien que lors du budget primitif, nous ayons un débat plus accentué d'ailleurs sur ces équipements. De toute façon, nous serons en renouvellement de délégation donc de l'espace aquatique l'eau. Je rappelle que dans un autre temps, vous étiez autour de la table, non pas forcément comme personne ayant travaillé en premier plan sur le projet, mais vous avez voté la délégation de services publics en son temps, mais ce qui était vrai il y a 10 ans est différent aujourd'hui. Vous voyez également qu'il y a des équipements aquatiques qui souffrent financièrement beaucoup plus parce que les modes de consommation de nos concitoyens en matière de ludique et d'eau et d'espace aquatique est très très différent de ce qu'ils étaient il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et donc, en l'occurrence, je réponds tout à fait favorable. Tous les élus seront destinataires à cet automne, j'allais dire, d'un rapport d'activité détaillé 2019 des éléments de l'espace aquatique, l'eau et de la piscine plein air, bien entendu. Moi, je suis assez humble, vous savez. La vie nous apprend beaucoup d'humilité. Gérer, prendre des décisions, c'est beaucoup plus complexe. Critiquer est si facile dans le monde dans lequel on est. J'accepte volontiers la critique lorsqu'elle est positive, sans aucun problème. Donc vous aurez des éléments détaillés à ce niveau-là. Mais je pense que, et je rends hommage aux anciens élus qui étaient autour de la table, qui ont pris la décision à l'époque d'avoir l'audace de construire cet équipement où on peut amener des améliorations en investissement et en fonctionnement. Je suis tout à fait d'accord et ouvert à la critique parce qu'on peut améliorer les choses, mais c'est ô combien complexe. Il est simple de gérer un gymnase, il est simple de gérer un clubhouse, il est simple hors Covid de gérer une école, mais il est complexe de gérer un équipement aquatique qui accueille près de 300 000 usagers par an. Eu égard à sa technicité qui est extrêmement complexe, c'est un choix qui était audacieux. Si nous n'avions pas eu le courage et l'audace de faire ça à l'époque, quelles seraient les réponses aujourd'hui pour nos concitoyens? D'abord nos concitoyens et ensuite les usagers, touristes et visiteurs également. Donc ce débat reviendra bien entendu cet automne sans aucun problème. Voilà. Merci Monsieur le Président. Je vous en prie. D'avoir rappelé effectivement l'historique de ce projet très structurant. Et j'ai eu plaisir
à ce que vous en parliez, parce qu'à l'époque, j'étais dans le comité qui a travaillé sur la piscine et qui a décidé du calibrage de cet équipement, de la DSP. Et ma question et mes interventions ne renient absolument pas ce qui a été fait il y a une dizaine d'années. Ma question portait tout simplement sur la transparence des chiffres auxquels ont droit nos concitoyens. Pourquoi, dans le rapport 2019, ne figure pas le nombre d'entrées de cet équipement? Je crois que les Aubernois et les habitants de la Comcom méritent de le savoir et il n'y a pas d'autre d'esprit malveillant. C'est une question de transparence. Tout le monde sait que les piscines sont des équipements difficiles à gérer, rarement excédentaires, et que la DSP est une manière de mener les choses dans un cadre complexe. C'est le cas de notre équipement. Donc vos insinuations sur la DSP et autres, je ne les rejoins pas. Simplement, je trouve que ce n'est pas demander quelque chose d'inadmissible que de demander quelle est la fréquentation de l'équipement et d'avoir un tableau annuel globalisé. Voilà. Madame Edel, vous ne m'avez sans doute pas écouté jusqu'à la fin, puisqu'à la fin de mon propos, je vous dirai, vous aurez prochainement tous les éléments en détail de la fréquentation, et je suis très loin, moi, des insinuations. Donc je mets ce point. S'il vous plaît. Oui. Mais au final, est-ce qu'on peut connaître le nombre de personnes qui ont fréquenté ces équipements au cours de l'année 2019? Oui, on était à peu près à 280 000 usagers en 2019. Et par rapport à 2018? À peu près. Mais vous aurez les chiffres en détail, monsieur Reibel. D'accord. Ça vous va? OK. Très bien. Les chiffres pour nos concitoyens qui méritent de les lire dans le rapport d'activité, ce qui est normal et ce qui figure dans... Très bien. On a compris, vous avez trouvé une petite faille, donc très bien, vous aurez les réponses en toute transparence. Voilà. Donc, qui s'oppose à ce rapport? La communauté de communes? Des abstentions? 2 abstentions, OK. René, on continue? Le point suivant donc, a été évoqué à l'instant, puisque il y aura certainement un avenant compte tenu de l'imprévision liée à l'épidémie du Covid. Donc, la crise sanitaire a eu un impact significatif sur le fonctionnement des services publics. Donc, les contrats de délégation de services pour la gestion et l'exploitation des équipements aquatiques intercommunaux et pour la gestion de l'exploitation des structures d'accueil collectif des mineurs, les périscos. Évidemment, ces équipements n'ont pas pu fonctionner, dû au Covid, fonctionner normalement. Il y aura certainement à revoir, il y a un déséquilibre dû au changement qui n'était pas prévisible, des circonstances. Donc, on a déjà engagé des discussions avec les délégataires. Alors, certainement, il faudra compenser un peu leurs pertes, mais on les compensera lorsque nous aurons véritablement les vrais chiffres en main. Donc, ça, ce sera... on mettra en toute transparence tous les chiffres sur la table et on regardera ensemble lors de la tenue de cette assemblée comment on doit indemniser ou comment on peut aider ces délégataires. Voilà. L'objet de la délibération, c'est tout simplement nous permettre de continuer à discuter, ce qui sera le cas la semaine prochaine. La problématique, c'est qu'on n'a pas de visibilité. On imaginait qu'on puisse réouvrir l'espace aquatique clos, tous les équipements aquatiques. Aujourd'hui, dans des régions impactées par le Covid, à nouveau impactées par le Covid, doivent être fermés au public ou ailleurs, ou alors accueillir des personnes dans des conditions extrêmement difficiles. L'espace aquatique clos, on pourrait prendre la décision de l'ouvrir, mais avec une capacité d'accueil de 50 à 100 personnes, avec un coût qui serait totalement prohibitif, c'est juste pas pensable. Heureusement qu'on a la piscine plein air dans l'immédiat. Et donc cette délibération doit nous permettre de continuer à discuter avec Récréa. Nous sommes en contact et déjà plusieurs réunions de travail pour avoir dans les semaines qui viennent les éléments complémentaires d'analyse financière, comme tu l'as dit René, et puis ensuite de pouvoir de manière transactionnelle de le faire. Et les mêmes choses au niveau périscolaire avec l'ALEF. Voilà. Ils sont en train de regarder voilà, les différents montants, ce qui s'est passé. Lorsqu'on aura toutes ces données, ben, on en débattra, on regardera ensemble. Tout à fait. Des oppositions?
À l'heure actuelle, sans certitude. Sans certitude. Et Pascal, lorsqu'on voit toutes les décisions de l'État, c'est des milliards de dettes de plus. Hein. Heureusement que nous, à la communauté de communes, on a thésaurisé pendant des années pour avoir, dans une situation de crise, à avoir les moyens de répondre. On n'est pas dans les mêmes échelles, bien entendu, hein, mais d'avoir les moyens de répondre à une situation de crise pour des équipements pareils. On y reviendra sur les chiffres, bien entendu. Des oppositions à cette délibération? Des abstentions? Oui, M. Reibel. En ce qui concerne cette indemnité, bon, le caractère imprévisible de la crise sanitaire est indiscutable. Le fait que le contrat de délégation de service public n'ait pas envisagé cette situation, on le conçoit également, et donc le principe de l'indemnité, on peut parfaitement le comprendre. Bon, vous avez déjà répondu en partie à la question que je voulais vous poser par rapport à l'avenir, puisque le délégataire actuel a été choisi pour une période transitoire, et je pense donc que les services de notre comité de communes ne vont pas tarder à se mettre à la tâche. Donc ma question est la suivante. Un groupe de travail sera-t-il créé pour associer les élus à ces réflexions? Est-ce que vous envisagez un audit de la situation? Et je pense qu'il serait vraiment opportun de mener une enquête de satisfaction auprès des usagers, auprès des utilisateurs. Sur le troisième point que vous évoquez, les enquêtes de satisfaction sont faites régulièrement auprès des usagers. Donc on vous transmettra les éléments, pas ces 6 derniers mois, bien entendu. Deuxième chose, toutes les délégations de services publics dans tous les domaines doivent faire l'objet aujourd'hui de discussions entre délégants et délégataires. C'est ce qu'on disait, ça viendra avec la LEF. Quelle est la quote-part que paye l'un, que paye l'autre? L'un, c'est des sociétés privées qui gèrent pour le compte d'eux, et l'autre, c'est la collectivité qui gère l'argent public. Donc 3, il y aura forcément un groupe de travail, alors je n'ai pas sa composition aujourd'hui, pour se pencher, le bureau des maires d'abord, donc on se penchera là-dessus dans un premier temps avec le délégataire pour voir où est le curseur de participation. Et ensuite, nous sommes déjà dans le compte à rebours aujourd'hui sur la nouvelle délégation des services publics, où il y aura évidemment groupe de travail, commission d'appel d'offres, enfin les différentes séquences qui sont présentes. Forcément, on en parlera à l'Assemblée dans les mois qui viennent sur ce point-là. OK. Donc, il y a des oppositions, des abstentions? OK, c'est voté. Continue, René. Le point suivant est un peu identique au point précédent, puisque, évidemment, le resto n'a pas fonctionné durant un certain nombre de mois, du mois de mars au mois de juin. Il vous est proposé de surseoir ou de suspendre le versement des loyers du resto pour ces 4 mois. Donc le montant s'élève à 7 575 €. Voilà. Voilà, moi je vous propose voilà, on l'a fait à crowd pour certains équipements, donc un peu, voilà. Vous l'avez fait, nous à la ville de Bernay, on l'a fait pour la Halle au Blé et le restaurant L'O7. Beaucoup de collectivités propriétaires de bâtiments ou de murs de restaurants font cela, c'est évident. Ils n'ont pas de recettes, donc on laisse tomber le loyer. Ouais. Des oppositions, des abstentions? On continue. Claude Kraus. Donc, c'est pour un groupement de commandes entre la communauté de communes du Pays de Saint-Odile et les unités municipales d'Erstein pour la réalisation de travaux de viabilisation des réseaux secs sur la ZEDA du Brour à Maestratsheim. Donc, effectivement, les marchés ont été lancés pour l'aménagement de la zone d'activité du Brour à Maestratsheim. Donc, le marché soit estimé à 686 000 hors taxes. Là, il faut ajouter effectivement la pose d'un transformateur dans cette zone. Donc, en collaboration avec les UME, donc les différents coûts. Donc, les travaux de raccordement et viabilisation électrique coûtent à peu près 45 993 €. Les travaux d'extension du réseau, c'est 40 913 €. Mise en place de modules GSM, 927 €. Et des frais d'études, 5 454 €. Donc, en total, donc, ce transformateur coûte l'installation avec les réseaux coûte 93 288,33 € hors taxe, soit un total de 111 946 € TTC.
Donc, je propose donc qu'on fasse un groupement de commandes avec la Comcom avec les UME pour l'installation de ce transforme dans la zona de Maestratsheim, de la zona du programme Maestratsheim. Très bien. Des interventions? Oui. Je souhaiterais intervenir sur ce point. Donc c'est une question, on va dire, connexe qui mérite d'être posée à l'Assemblée. Donc j'ai, moi, pris connaissance de la presse locale au mois de mars. Donc j'ai ici l'article, hein, peut-être certains d'entre vous l'ont lu, sur la situation de l'ancien exploitant des terres agricoles de la zone de Maestratsheim, monsieur Philippe Isenhout, exploitant agricole, qui cultivait donc des fraises sur le site et qui, suite à une longue procédure juridique, a été débouté et donc a dû arracher ses plants. C'est ce que j'ai lu ici. Et donc l'article de la presse locale faisait état éventuellement de démarches judiciaires complémentaires à l'initiative donc de cet exploitant écarté. J'ai eu l'occasion d'échanger avec monsieur Isenhout. Il se trouve que nos enfants fréquentent la même école et donc il m'a fait part d'un certain nombre d'informations dont je n'avais pas forcément connaissance, notamment celle qu'il aurait financée donc sur ses propres deniers une étude, c'est ce qu'il indiquait visiblement dans aujourd'hui conclurait à ce qu'une bonne partie des surfaces donc, de cette zone réservée à la zone d'activité de Maestratsheim serait inondable. Donc moi, je ne me prononce pas sur ces éléments. Simplement, la personne étant relativement procédurière, effectivement, si ces éléments sont probants, je voulais vous interroger sur les conséquences que cela pouvait avoir pour la Comcom. Monsieur Isenhout m'a par ailleurs indiqué qu'il prendrait contact également avec les élus de Maestratsheim. Je voulais faire le parallèle avec le cas de la zone d'activité du Ferrel à Rosheim, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc ce sont des affaires qui sont tout à fait différentes sur le fond, mais des rebondissements judiciaires ont mis à mal ou mettent à mal le projet donc de la Comcom voisine. Donc à ce stade, ce que je souhaiterais savoir, si aujourd'hui on peut être certain que ce dossier de la ZEDA du Brour ne présente pas de fragilité juridique avant d'engager des dépenses conséquentes. Voilà, moi je prends le dossier à un stade où je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. La personne de bonne foi m'a fait part d'un certain nombre d'interrogations et d'éléments. Je vous les livre aujourd'hui et je pense que vous serez en mesure d'apporter les réponses pour nous éclairer. Très bien. Alors la ZEDA du Brour à Maestratsheim, le travail a commencé par la commune de Maestratsheim il y a plus de 12 ans. 12 ans. Et donc malheureusement, j'allais dire, des promesses n'ont pas été tenues de la part d'un agriculteur et les élus de Maestratsheim ici qui étaient souverains dans le dossier peuvent en attester très très largement et vous me corrigez si je dis une erreur. 2. La communauté de communes ayant la compétence aménagement et activité a dû, par la loi NOTRe, reprendre ce projet comme tous les pôles d'activité de la ville d'Aubernais et des zones d'activité dans les autres communes. Deuxième point. 3. Donc le monsieur que vous évoquez a fait des procédures à n'en pas finir. Il a été débouté en 10 ans 17 fois par toutes sortes de juridictions et de tribunaux. Je l'ai rencontré, l'ancien maire de Maestratsheim, André Weber, l'a rencontré. Moi, en séance plénière d'une communauté de communes, je ne ramène pas des cancans, ni, pardonnez-moi, des articles de presse qui peuvent être tendancieux. Voilà. Nous, on travaille sur des dossiers, et je ne vous dis pas ça de mauvaise foi, mais néanmoins, ce n'est pas la presse qui fait, j'allais dire, la réalité juridique d'une situation. Aujourd'hui, la communauté de communes est maître du site. 2, la commune de Maestratsheim et la communauté de communes
17 fois, M. Isenhout a été débouté. 3, comment peut-on ramener ici de raconter des choses style inondable, alors que ce n'est pas du tout le cas. Toutes les études ont été faites. 4, nous sommes dans une vision d'aménagement. 5, ça n'a rien à voir avec la procédure du FEREL. On sait ce qui se passe dans nos intercommunalités à côté. Et donc, nous n'avons rien à voir avec malheureusement, la malencontreuse affaire qui est au Conseil d'État de la communauté de communes. Je ne me permettrai pas de jeter l'opprobre sur les élus du secteur de Rossheim. Comme ils font, c'est bien. Nous, on a tout respecté les procédures. Je peux vous affirmer donc qu'il n'y a pas un hiatus sur ce projet. Tout le monde le sait, ici, autour de la table. Je comprends votre question, je ne le prends pas mal du tout, mais ce n'est pas les racontards au coin d'une école, pardonnez-moi, qui font. Monsieur Isenhout est un monsieur que je respecte, par définition je respecte beaucoup les agriculteurs et tous les autres, mais néanmoins il est malheureusement très très excessif, et j'allais dire je reste poli quand je dis ça, avec toute une série de choses qui sont vraies. Soyez rassurés, cette zone d'activité se fera. Ce sera la dernière dans ce secteur. Nous ne sommes plus là pour artificialiser des terres. C'est un projet qui avait été lancé il y a 12-15 ans par la commune de Meistratzheim. À l'époque, tout devait bien se passer. Et puis ensuite, il y a eu un litige entre la commune et puis l'agriculteur en question qui a voulu, et je le dis en toute transparence, sans cesse se victimiser. Je pourrais en raconter. J'ai vu M. Isenhout, je l'ai rencontré, etc. Nous respectons les agriculteurs. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte en 2020 qu'il n'y aura pas de zone d'activité complémentaire dans ce secteur, que nous avons des entreprises qui sont à nos portes, qui ne trouvent pas où s'installer. Goxwiller-Valve se remplit de plus en plus. Donc la FEREL, on verra. Mais néanmoins, je vous réaffirme que ce dossier est aujourd'hui complètement dans la BAC, sans aucun risque juridique, quel qu'il soit. Je répète, sans aucun risque juridique, quel qu'il soit. Je rappelle quand même que Alfred Becker avait initié le parc d'activité du Piémont et une seule personne a retardé le projet de 14 ans. Vous savez aussi qu'au niveau national, ça a été en partie dans le débat, même je crois le président actuel le disait, qu'il y avait des excès de recours et que plus rien n'avançait dans un certain nombre de domaines. Donc voilà, je répète pour la 3e fois, ce dossier a été fait et a été préparé comme il se doit, sans aucun risque quel qu'il soit, ni juridique, ni environnemental, ni rien. Voilà. Je passe au vote pour ce point-là et on fait un vote actif. Qui est favorable? OK. Unanimité. Le point suivant, c'est Valérie qui a 3 points à nous présenter. L'attribution des subventions pour l'acquisition des vélos neufs. Donc, je viens en complément par rapport à ce que tu as dit, René, et par rapport au rapport d'activité générale. Donc, en fait, effectivement, on veut maintenir et soutenir cette incitation forte. C'est une solution de mobilité performante, peu polluante, plutôt dynamique, puisque c'est pour notre santé grâce à la pratique d'une activité physique régulière. Elle est peu coûteuse et donc on souhaite donc autoriser, on propose le versement de subventions et donc pour les personnes. Donc on a aujourd'hui on va dire un nombre de subventions de 99 bénéficiaires. Donc ce sont des personnes de droit privé et cela nous fait un total de 9 504,74 € pour justement soutenir ce projet qui avait été en délibération en février 2019 pour le prolonger encore jusqu'en 2020. Donc voilà, je propose cette proposition au vote. Très bien. Opposition? Abstention? On continue. Donc, le sujet suivant, c'est donc la piste cyclable entre Innenheim et Kraudergesheim, dans le sens de l'acquisition foncière à Kraudergesheim. En fait, les travaux de la piste cyclable entre Innenheim et Kraudergesheim ont été réalisés. Il est donc nécessaire maintenant de régulariser les acquisitions foncières résiduelles à opérer auprès de l'association foncière de Kraudergesheim et de la commune de Kraudergesheim. Donc,
le Conseil de communauté décide d'approuver, de procéder à l'acquisition à titre onéreux et en pleine propriété de l'emprise foncière d'une surface totale de 44,53 arts, de fixer comme suit les conditions financières au prix du terrain nu 250 € l'art, de réaliser sur ces bases les acquisitions sur le banc communal de Krautergesheim auprès de l'association foncière de Krautergesheim. Donc en fait, il y a un certain nombre de sections. Comme je disais tout à l'heure, ça représente au global 44,53 arts au prix de 250 €. Donc on est à 11 132,50 €. De noter que la communauté de communes prend en charge l'ensemble des frais et dépenses relatifs à la constitution des actes d'arpentage et notariés, d'autoriser en conséquence, Monsieur le Président, à signer l'ensemble des actes, de désigner M. René Hult en qualité de premier vice-président pour représenter la communauté de communes au moment de la signature de l'acte, d'autoriser M. le vice-président de la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile à signer l'acte administratif de vente des parcelles, d'établir l'acte administratif de vente, enfin, de prendre acte du fait que l'authentification et la publication régulière de l'acte au service de la publicité foncière rendra l'acte exécutoire et entraînera donc au profit de la communauté de communes, entraînera par le transfert de propriété, voilà, au profit de la communauté de communes. Donc je propose donc qu'on statue sur... Il n'y a rien à statuer. Merci Valérie pour la présentation du rapport. Des oppositions? Des abstentions? Merci. Point suivant. Alors, donc, le dernier point, attribution de subventions par rapport à la valorisation du patrimoine bâti non protégé juillet 2020. La communauté de communes du Pays Sainte-Odile a mis en place depuis 2003 un dispositif d'aide à la valorisation du patrimoine bâti non protégé. Ce dispositif avait été prolongé jusqu'au 31 octobre 2020. C'est en prolongation d'une délibération du 26 septembre 2018. Donc, on a eu de nouvelles demandes d'aide pour des rénovations extérieures du bâti et je vous propose donc de vous en faire part. Donc, il y a eu 3 demandes. Une demande sur Bernardvillers, 2 sur Bernardvillers, 1 sur Aubernais, ce qui représente une subvention de 1 913,21 € au bénéfice de ces personnes de droit privé. Vous souhaitez les noms? Oui. Non. De toute façon, c'est dans Très bien. Voilà. C'est des belles politiques qu'on a développées depuis 15 ans et la contribution financière fait quelquefois la décision et lorsqu'on voit le patrimoine entretenu par nos concitoyens, c'est bien, c'est de l'argent public bien utilisé en subvention. Des oppositions, des abstentions? Jean-Claude nous présente les 2 derniers points. Alors, donc il s'agit d'abord d'une prolongation d'un agent dans sa fonction. Depuis la loi Allure en 2017, la communauté de communes est compétente en matière d'urbanisme au niveau de l'intercommunalité. Et donc la communauté de communes avait décidé pour élaborer des plans locaux d'urbanisme et le plan local d'urbanisme intercommunal, de se doter d'un agent et surtout d'un service interne d'ingénierie en urbanisme et donc d'un agent qui en est responsable. Cet agent ne devait pas être embauché à temps plein, mais à 3/5 de sa durée effective de travail. Et un accord entre la ville d'Aubernais et la communauté de communes avait été conclu donc, le 1er mai 2017 pour embaucher et mutualiser cet agent donc au 3/5 pour la communauté de communes et le reste pour la ville d'Aubernais. Ce contrat arrive à échéance est arrivé à échéance le 30 avril 2020 et l'agent a fait part de sa demande de renouvellement, y compris la communauté de communes en a fait de même et donc il est prévu maintenant de compenser, de poursuivre le contrat avec cet agent pour une durée de 1 an. Voilà, toujours. Donc il s'agit de décider de mettre à disposition Madame Christa Attibar
agent titulaire au sein de la ville d'Aubernay, pour 3/5 de sa durée effective de travail au sein du service d'ingénierie de la communauté de communes d'Aubernay. Donc c'est simplement une prolongation de ce qui existait jusqu'à présent. Très bien. Voilà. Opposition, des abstentions, voter. Et ensuite, le RIFSEPT. Donc, le RIFSEPT, je vous passerai ce que ça veut dire. En fait, non, il n'y a pas de raison. Vous allez savoir ce que ça veut dire. Ça s'appelle régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Voilà. Vous me le répéterez dans 5 minutes. Et voilà, donc il s'agit, donc en fait, ce sont des primes. Ce sont des primes qui sont susceptibles d'être données à nos agents. Et ces primes ont été poursuivies sur les techniciens. Elles étaient déjà prévues pour la filière administrative de la CCPO. Elles ne l'étaient pas curieusement. Je n'ai pas compris pourquoi exactement, mais bon, elle ne l'était pas pour les techniciens et nos ingénieurs embauchés par la Comcom. Donc il s'agit simplement de faire bénéficier de ce RIFSEPT tous les agents de la communauté de communes. Il reste encore une autre catégorie, c'est les agents de la filière médico-sociale qui n'en bénéficient pas encore. Bon, on reviendra probablement là-dessus lorsqu'on en aura besoin, mais on n'a pas d'agent de médico-social. Donc, mais quand on en aura un ou une, on reviendra. On en a deux ? Ah, le RAM. Le relais assistance matin. Donc on reviendra probablement là-dessus. Retenez bien ce nom, RIFSEPT, vachement important comme nom. Et derrière, on vous a mis en annexe une méthode de calcul. Alors là, pour avoir des mots de tête, vous pouvez y aller pour le lire. C'est très public comme annexe. Voilà. Merci Jean-Claude. Au-delà, j'allais dire, de la présentation de ce rapport qui est un petit peu technique, j'aimerais juste dire la chose suivante. La communauté de communes du pays de Saint-Odile, donc, dont le principe a été voté en 1999, mais qui a été active à partir de 2001-2002, les agents ont une rétribution de 12 mois. À la ville d'Aubernay, la rétribution est sur 13,2 mois. Dans beaucoup de collectivités, il y a un 13e mois, plus des régimes indemnitaires, etc. Donc, c'est quand même la moindre des choses que le RIFSEPT soit mis en place pour des agents qui ne bénéficient pas d'un 13e mois. Il y a même une collectivité locale ici, ça ne tient pas de nous, c'était ceux qui étaient en place il y a 30 ans qui ont pris la décision, qui ont une gratification d'1,7 mois, donc dont les agents bénéficient de 13,7 mois. Il est opportun, nécessaire, moi j'ai toujours voulu dans la vie publique, que j'allais dire que les gens compétents soient rétribués, qu'ils soient gratifiés, qu'ils soient remerciés, d'une part, mais d'autre part qu'ils bénéficient aussi de manière équitable de primes. Le RIFSEPT, c'est un élément imparti à ces primes pour les personnes qui travaillent et qui font un bon travail à la communauté de communes. Voilà. Donc il y a des oppositions, des abstentions. Audrey, il y avait encore un point. C'est la signature du PV. Donc restez là, je lève la séance. Merci. Pour ceux qui n'étaient pas encore au congé, bel été, protégez-vous malgré le Covid. Rappelons à nos concitoyens, aujourd'hui, dans plusieurs quartiers de la ville d'Aubernay, sur des chantiers, j'ai vu beaucoup de gens qui ne portaient pas le masque, y compris à des endroits. Il faut le rappeler sans arrêt. En tout cas, sur des endroits où il y a une concentration de personnes, c'est nécessaire. Merci à vous et bel été quand même.